Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je m'appelle Gabriel, je suis SPIA et ingénieur en informatique. Aujourd'hui, je viens avec cette réflexion pour aborder l'aspect de l'innovation dans l'intelligence artificielle. De manière générale, sur cette chaîne, j'aime bien parler de l'intelligence artificielle parce que c'est le cœur de mon travail, mais également d'autres aspects sur la vie, sur la société qui m'intéressent, tels que la géopolitique et bien d'autres aspects de la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un aspect très crucial dans l'innovation en matière justement de technologie, telle que là, en l'occurrence avec l'intelligence artificielle. Pour vous dire quoi? Pour vous dire en fait que il y a quelque chose que beaucoup de gens n'observent pas réellement en soi, qui est que les personnes qui dominent des systèmes technologiques, les personnes qui dominent justement la mise en place des grandes évolutions dans la société dans laquelle nous vivons, peu importe l'époque, de manière générale, toutes ces personnes-là ont des points communs, si vous observez très bien. Ont des points communs en ce sens que le point commun pour moi, je le situe au niveau, ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset, mais ça reste encore vague, d'accord? Au niveau de l'esprit, entre guillemets, de la manière de penser. Mais pour être beaucoup plus concret et beaucoup plus matérialiste au sens purement, ce sont des personnes en fait qui sont capables d'observer le monde et de le traduire de manière concrète. Et aujourd'hui, mais depuis que nous vivons sur cette terre, entre guillemets, depuis notre existence d'humain, nous n'avons cessé comme ça d'évoluer dans le futur. Et notre évolution nous a permis au fur et à mesure de dominer notre espace, de dominer notre environnement. Et l'un des outils qui nous a permis justement de dominer notre espace, notre environnement, est par exemple la science. La science comme étant outil que l'on qualifie aujourd'hui outil ultime pour pouvoir décrire le monde qui nous entoure et s'en saisir justement des conséquences et d'une certaine forme de prédictibilité, de trajectoire comme ça dans l'avenir. Et donc la science, donc les sciences dures, mathématiques, sciences physiques, justement, sont des outils, d'accord, qui, lorsqu'ils sont bien compris, permettent à tout individu à mieux comprendre le monde, à mieux s'en saisir et à permettre comme ça, rendre un monde plus meilleur. Cela n'échappe pas évidemment à la manière dont les nouvelles technologies sont mises sur pied. Et donc, en l'occurrence, là, par exemple, sur la question de l'intelligence artificielle, mais pas que, mais sur toutes les évolutions technologiques, d'accord, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un ou un groupe d'individus qui, à un moment donné, se sont mis dans une situation de penser réellement profondément le monde qui les entourait, de le décrire de manière plus fine, avec précision, en se saisissant d'outils scientifiques. Et au fur et à mesure, comme ça, on a eu des évolutions, voilà. Et ces évolutions, de manière continue, ont permis à ce que, aujourd'hui, par exemple, nous maîtrisons bon nombre d'aspects scientifiques de manière plus générale dans le monde entier. Quand on regarde spécifiquement la question de l'intelligence artificielle, je veux en venir au fait que, à la base, donc, l'innovation va s'appuyer sur la manière dont les personnes qui ont bien compris la technologie, bien compris les sciences dures, les sciences mathématiques, les sciences physiques, sont ces personnes-là qui vont en tirer profit, bien sûr, dans une forme de société organisée par la redistribution de la valeur. D'où pourquoi vous avez donc les grandes entreprises américaines, les startups pour la plupart, qui viennent en premier lieu avec ces évolutions-là, qui sont donc les premiers bénéficiaires de ces avancées technologiques. Mais derrière ces entreprises-là, évidemment, il y a des esprits scientifiques, il y a des personnes qui se sont saisies du matériel, outil qu'est la science, qu'est les mathématiques, ou que sont les mathématiques et la science physique.
Et ceci doit être très compris de la part d'un bon nombre d'entre vous, c'est que si vous souhaitez réellement créer, innover, donc aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé, vous devez entrer dans une forme de compréhension de l'outil scientifique. C'est à ce niveau-là que va se produire la plus grande transformation de l'innovation, la plus grande compréhension de l'innovation. Je vais vous donner un exemple encore beaucoup plus concret, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup utilisent ChatGPT, les grands modèles de langage, les LLM, mais très peu savent réellement comment cela fonctionne derrière. Derrière, évidemment, il y a l'architecture des transformers. Les transformers ont été bien décrits dans un manuel, dans une ressource en ligne en 2017 par des ingénieurs de Google. Le papier, ou on va dire la revue scientifique, était disponible en ligne pour quiconque voulait s'en saisir, voulait lire et s'en apercevoir. Le problème avec cette société, c'est que, et c'est à l'heure où je vous parle, ça reste toujours le même problème. Tous les jours, nous avons accès à des grandes quantités d'informations, selon la pertinence ou pas, mais à foison. Et dans cette masse-là, il y a des informations très capitales. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un grand nombre d'informations très pertinentes qui pourraient donner accès à de la création, par exemple, de solutions vraiment très innovatrices, qu'est-ce qui fait que malgré tout, on n'en a pas autant d'innovation que ce qui devrait finalement y être? Je vous garantis que peu importe la quantité d'innovation, de technologie que vous voyez là d'ailleurs aujourd'hui, nous n'avons pas assez, je précise bien dans le monde entier, assez d'innovation compte tenu des revues scientifiques, des propositions d'idées qui sont tous les jours comme ça mises sur la toile, sur Internet. Le problème réside où? Le problème réside sur les individus, sur la masse des individus au quotidien qui consomment les contenus sur la toile, sur les réseaux sociaux. Parce que pour une grande partie de cette masse, la plupart ne sont intéressés que par des contenus à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qui ne poussent pas à la réflexion au point d'aller interroger l'outil scientifique. Vous voyez? Parce qu'évidemment, il y a une forme en fait de filtre à l'entrée, de barrière à l'entrée, de paresse, d'efforts que la plupart ne voudraient pas faire. Parce qu'évidemment, si je vous donne une revue scientifique, vous allez trouver ça chiant, excusez-moi pour le terme, mais bon, vous voyez, c'était pour faire passer mon propos. La plupart des personnes ne veulent pas s'embarrasser de ce genre de détails parce que justement, ça demande une certaine forme de concentration, une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de rigueur, de précision. Et tout ce que je viens de vous citer là comme attributs qualificatifs sont les prérequis pour un début d'accès à la connaissance pure, à la connaissance scientifique. Quiconque veut essayer de comprendre ou de percer les mystères de la vie, du cosmos, de l'univers, de son environnement, est obligé à un moment donné de s'y arrêter dans une forme de contemplation, dans une forme de concentration, dans une forme de description. Les physiciens, voyez-vous, sont des personnes qui vont observer le monde et essayer de le décrire de manière plus fine en se saisissant des outils mathématiques. Voilà ce qu'on appelle un physicien. Et le mathématicien, justement, est cette personne complémentaire qui va décrire également le monde qui l'entoure, justement, mais en se saisissant d'un langage donc, qu'on appelle les mathématiques pour l'extrapoler dans une forme d'abstraction. Donc, en soi, arriver à ce stade de réflexion demande une certaine forme de retenue, une certaine forme de tranquillité et de recherche.
pour revenir à l'intelligence artificielle, les transformers, comme je le disais, et qui est l'architecture qui sous-tend les grands modèles de langage, donc GPT par exemple, pour ChatGPT, les transformers étaient disponibles, le white paper entre guillemets, en 2017. Simplement, il y a un certain nombre d'individus qui se sont arrêtés et qui se sont dit, bah tiens, ce que nous avons là devant nous, c'est une richesse en or. On peut, à partir donc des transformers, il a fallu évidemment réfléchir, créer un outil qui pourrait inférer sur de vastes quantités de données appliquées sur le langage naturel. Voilà ce qui fait qu'un certain nombre d'individus qui ne se sont pas simplement arrêtés en cliquant sur le lien en ligne où se trouvait la description des transformers, comme pour la plupart, mais à un moment donné se sont dit, tiens, là, il y a quelque chose que l'on peut en tirer. Et ça, ce que l'on appelle aujourd'hui, par exemple, le tiers-monde, les pays sous-développés, ou les pays qui ne sont pas en avance de la technologie, je veux bien que l'on parle des aspects de la colonisation, de l'esclavage, de l'exploitation, pas des grandes puissances, mais il y a des contre-exemples que nous avons, la Corée du Sud, par exemple, mais pas que, vous voyez, Singapour, etc. Ce sont des exemples qui viennent nous prouver que la matière première, la richesse d'abord d'un peuple ou d'un continent proviennent d'abord à la base de la matière grise. Et la matière grise, tout le monde, tous les individus sur cette planète l'ont. Mais simplement, il faut avoir une certaine forme de mentalité à aller vers, on va dire comme ça, l'entretien de cette matière grise-là. Et l'entretien de cette matière grise-là, c'est faire preuve au quotidien de la recherche de la vérité. De la recherche de la vérité, par exemple, donc, en se saisissant de son monde, de son environnement. Et là, en l'occurrence, l'outil scientifique, les mathématiques, les sciences dures permettent de traduire justement cette compréhension du monde autour de nous par des outils technologiques, par de la création de valeur dans un marché capitaliste mais également dans d'un point de vue également de soi, du bien-être de soi. Parce que quand on essaie de comprendre le monde par soi-même et essayer de le décrire ou de donner une forme de logique au monde, en premier lieu, on bénéficie d'abord d'une forme d'exaltation interne, de bonté à l'intérieur, mais également, si on a un esprit orienté vers la masse, cela permet également d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et c'est donc comme ça, quand on est dans cette optique-là, que l'on découvre au fur et à mesure des innovations et que l'on est capable de traduire, de mettre sur pied de la technologie de haute volée. Ce que je vous ai pris comme exemple avec les transformers, donc l'architecture des transformers, cela a permis évidemment aujourd'hui de créer un outil tel qu'on appelle ChatGPT. Dans sa forme, peu importe, même si cette forme-là, on soupçonne évidemment que si nous avons ChatGPT, évidemment que le gouvernement américain a beaucoup plus puissant que ça. Mais dans tous les cas, le concept, il est venu du fait que l'architecture des transformers est la base de la traduction de le monde en fait qui nous entoure. Par quoi? Par l'esprit scientifique pour matérialiser cela par quelque chose de plus concret en se saisissant évidemment de l'outil informatique, le langage de programmation et des processeurs, etc. Mais si vous lisez, vous avez la documentation en ligne des transformers, vous allez voir derrière que il y a un phénomène très très important qui est la clé, le cœur des transformers, qui est le mécanisme d'attention. Attention. Et ce mécanisme-là, d'ailleurs, c'est la phrase célèbre, la fameuse phrase que les ingénieurs de Google ont laissée, c'est « Attention is all you need ». L'attention est tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que
c'est grâce à ce mécanisme d'attention que les ingénieurs de Google, à l'époque, qui avaient mis sur pied cette architecture-là, mais que par la suite, les ingénieurs d'OpenAI, etc., le consortium qui a créé OpenAI, se sont saisis, se sont dit que derrière, si on entraîne une machine sur de vastes corpus de données, par exemple de Wikipédia en ligne, on pourrait avoir un modèle statistique basé sur de la prédiction des mots, beaucoup plus sûr, compte tenu de la masse, de la grande quantité de données que nous avons déjà déversées sur la toile jusqu'aujourd'hui, depuis l'apparition d'Internet. Voilà donc ce qui a fait en sorte que, lorsqu'on a lancé la toute première fois ChatGPT, beaucoup de gens étaient bluffés, mais parce que derrière, la compréhension des sciences dures telles que les mathématiques, à travers par exemple les statistiques et la probabilité pour la plupart, ont permis d'inférer sur le fait que entraîner un outil sur de vastes corpus de données donnait le pouvoir à la machine de prédire justement par degré de similarité sémantique des mots une forme de langage, même si c'est robotisé, automatisé, mais assez proche d'une certaine forme de vérité. Cela ne veut pas dire que on n'y arrive pas pour l'instant, même si pour l'instant, pardon, on n'arrive pas à éliminer les hallucinations au sein des grands modèles de langage. Cela ne voudrait pas dire qu'on n'est pas dans une forme d'avancée. Vous voyez bien que, malgré tout, on a quand même un outil assez puissant pour inférer sur un langage naturel. Imaginez maintenant la suite qui pourrait se produire si, en plus, on met réellement sur pied d'autres concepts mathématiques. En réalité, si on parvient à matérialiser d'autres concepts mathématiques, pour l'instant, les grands modèles de langage que vous avez sont, pour la plupart, basés, comme je le disais, sur de la statistique, de la probabilité, mais derrière vont utiliser la notion de l'algèbre linéaire, les vecteurs par exemple. Et ces vecteurs vont pouvoir indexer dans leur galaxie de mots les mots les plus adéquats, les plus similaires dans un point de vue sémantique pour pouvoir apporter une réponse à l'utilisateur. Mais si on comprend un peu la base des vecteurs, vous avez d'un point de vue matériel informatique, vous avez une limite à la taille d'un vecteur. Donc, c'est-à-dire que, quelle que soit la phrase que vous avez tapée, pour implémenter cela dans un matériel, dans un processeur, dans un GPU, tout système, que ce soit les évolutions de GPT 2, 3, 4, 5, depuis 3, la version GPT 3, OpenAI a arrêté de publier la dimension de les vecteurs. Mais toujours est-il qu'il y a une limite d'un point de vue matériel. Simplement, la puissance, comme je le disais, de l'outil scientifique, de l'outil mathématique, c'est que, d'un point de vue espace vectoriel, nous avons déjà, les mathématiciens ont déjà prévu des extensions de vecteurs. Et ces extensions de vecteurs sont justement à l'infini. Simplement, comme je le disais, le monde matériel est limité. Ce qui, entre guillemets, le monde matériel dans sa traduction littérale, matérialiste, de mettre sur pied la technologie via des processeurs informatiques, etc., des ordinateurs, parce que la mémoire, évidemment, elle ne peut pas aller à l'infini. D'accord? Mais l'outil mathématique est assez puissant et très, très fondamental pour prévoir, pour prendre en compte ce genre de situation. Mais là, encore une fois de plus, on n'utilise qu'une partie des concepts de l'outil mathématique, donc les vecteurs par exemple. Imaginez demain si on est capable de combiner cela avec d'autres champs de notions mathématiques. Je ne sais peut-être pas quoi citer là actuellement. Tiens, on va prendre par exemple les équations polynomiales. D'accord? Imaginons que demain, je ne sais pas, je vous donne un concept là tout de suite qui me vient à l'esprit là. Prenons les équations polynomiales. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste toujours un concept très fascinant de trouver la manière de résoudre en fait toutes les équations polynomiales
quel que soit le corps dans lequel se trouvent ces coefficients. Pour l'instant, aujourd'hui, on va prendre les équations du second degré. Vous savez, les fameuses équations ax carré plus bx plus c égale 0. Nous avons aujourd'hui ce que l'on appelle le discriminant, que l'on calcule b carré moins 4ac, etc. Bref, dans l'ensemble R, lorsque le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Dans l'ensemble C, évidemment, il y a des solutions. Mais ça a été une bataille depuis l'histoire pour arriver à ce point. Depuis la Mésopotamie, l'Égypte antique, etc., il y avait des méthodes à peu près empiriques pour trouver des solutions de ce genre. Et au final, ça a été donc une bataille, mais cette bataille-là, c'est parce que des mathématiciens, des personnes ont été visionnaires de la manière de comprendre le monde pour s'en saisir de qu'est-ce qu'un coefficient, quelle était la forme de ces coefficients-là, quel était l'ensemble dans lequel pouvaient se trouver ces coefficients-là pour pouvoir généraliser le concept. Ne pas simplement, pour une forme particulière, trouver des solutions, mais généraliser. Et l'esprit mathématicien en soi est puissant parce que il apporte une forme lorsque on a bien compris le monde, la description du monde, on est donc capable de généraliser, à étendre la notion mathématique en un corps ou en un ensemble donné. Et pour ce type d'équation-là, par exemple, Évariste Galois, qui a beaucoup travaillé là-dessus, a comme ça apporté sa pierre à l'édifice en mettant en exergue une méthodologie très concrète pour dire si des équations polynomiales avaient des solutions ou pas selon la résolution de ces équations polynomiales dans le corps des coefficients dans lesquels ils appartenaient. On parle aujourd'hui des corps de Galois parce qu'évidemment, c'est l'ensemble des symétries qui vont permettre à une équation polynomiale d'avoir des solutions, s'il y a des solutions, dans un corps qui est beaucoup plus grand que le corps de départ. C'est-à-dire que ces symétries-là vont respecter un critère très fondamental de ne pas changer la structure réelle de l'équation, mais simplement apporter toutes les possibles que pourraient avoir les racines de l'équation polynomiale en question. Voilà ce qu'on appelle les corps de Galois, d'accord? Mais ça a été, il a fallu, pour généraliser cela, il a fallu que, par exemple, Évariste Galois, mais bien d'autres personnes également avant lui, puissent en arriver à une forme de compréhension globale. Pourquoi je vous donne cela comme information? C'est parce que dans l'intelligence artificielle, derrière, vous avez l'outil mathématique en permanence. Je parlais en début de ma vidéo de la notion de l'algèbre linéaire, des vecteurs, des statistiques de manière plus globale. Mais ça, ce n'est qu'une très fine partie de ce que les mathématiques sont capables de proposer. Mais imaginez maintenant qu'on arrive à mettre sur pied, à traduire d'un point de vue littéral, matérialiste, sur des ordinateurs, tous les concepts mathématiques que nous avons vus, par exemple les notions de fonctions, etc., complexes, voilà. Pour vous dire quoi, je vais m'arrêter là et je vais terminer ici, c'est que c'est ceux qui auront compris ou qui iront mener bataille dans la compréhension de traduire le monde dans lequel nous vivons, l'outil scientifique en matérialisation technologie, en se saisissant aujourd'hui de l'informatique qui est beaucoup plus mise en avant, vous allez pouvoir créer un gap d'innovation assez puissant. Et j'irais même encore, je ferais beaucoup plus simplement encore, même si vous n'avez pas actuellement, d'autant plus, hein, bien sûr, même si vous n'avez pas une certaine forme de réflexion assez poussée pour vous en saisir de ce genre de concept, mais si à minima, vous avez une certaine forme de logique, de raisonnement assez cadré où ça tient un peu sur la route, vous êtes capable aujourd'hui, là, de disrupter toute entreprise que vous voyez au quotidien parce que aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui,
un outil tel que ChatGPT, dans sa forme donc des transformers, si vous avez une certaine forme de compréhension du monde à travers la data, d'inférer sur le monde dans lequel vous vivez, vous irez beaucoup plus vite et vous allez permettre de créer un monde beaucoup plus innovant et très très disruptif. Les grandes entreprises peinent à avancer dans ce sens parce que ce sont de grosses entreprises, donc évoluer, ça prend du temps et il y a une certaine forme de vélocité. Mais pour tout individu qui prend la peine de comprendre réellement ce dont j'ai pu expliciter dans cette vidéo, il y a matière à faire des choses de très très grande envergure, justement. Je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai assez dit, mais saisissez-vous réellement de l'outil scientifique, traduisez cela en langage concret, d'accord? Aujourd'hui, nous avons tous les outils possibles à notre disposition, d'autant plus aujourd'hui. Ne consommez pas tout sur les réseaux sociaux, restez concentrés et innovez. Voilà ce qui va vous sauver, non simplement d'une certaine forme de prise de recul pour vous-même, mais également dans une forme d'apporter votre pied à l'édifice à ce monde entier et de permettre vraiment des solutions innovantes. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une notion qui m'intéressera et dont on fera le point. Restez concentrés. Au revoir.